Bisous. Coucou. Quatrième partie. Et ça peut, est-ce que ça peut aggraver la dysphorie de genre, dans le sens où, avant d'avoir transitionné, ils avaient un corps qui le rejetait peut-être, mais c'était un corps défini, etc. Après la transition, on a l'impression, est-ce que la chirurgie a été assez bonne? Est-ce que c'est vraiment le sexe, enfin, est-ce que ça ressemble vraiment? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que ça l'aggrave, la dysphorie? Non, alors vous lisez les témoignages. Généralement, les personnes qui transitionnent, dans les moments après, quand elles subissent une amectomie, etc., elles vivent un moment d'euphorie. Il y a un sentiment de libération. C'est-à-dire qu'effectivement, des parties de leur corps, c'est quand même des personnes, quand elles témoignent, elles disent qu'elles ne peuvent pas se doucher, quand elles ne supportent pas leur corps, elles se douchent dans le noir, elles ne peuvent pas se voir. La vision soit de ce qui, dans leur corps, leur rappelle leur appartenance sexuelle, leur est absolument insupportable, souffre de souffrance terrible. Mais du coup, elles ont ce sentiment que, enfin, ça y est, elles sont libérées d'un problème. Et puis, ensuite, quand vous lisez d'autres témoignages, vous vous rendez compte que pour un certain nombre d'entre elles, effectivement, la dysphorie revient. Elle revient par une autre porte, par ailleurs. Leur corps, tel qu'il est modifié, soit n'est pas encore assez féminin, pas assez masculin. Bah oui, malheureusement c'est le cas. Et malheureusement, on ne soigne pas la dysphorie de genre. La transition permet de réduire au maximum la dysphorie de genre, mais la dysphorie de genre n'est jamais totalement soignée, malheureusement. Et ce malaise qu'elles ont à être dans leur corps ne disparaît pas totalement. Mais ça, c'est des vécus qui sont très différents selon les personnes. Il y a des personnes qui, effectivement, des femmes devenues hommes, qui, effectivement, témoignent qu'elles se sentent beaucoup mieux comme ça. Et on ne peut pas remettre ces témoignages en cause, c'est factuel. Et inversement, des personnes qui disent que ça n'a pas réglé leur dysphorie. Donc ça dépend des expériences. Et est-ce qu'il y a aussi une souffrance moins visible, silencieuse, quand ce sont les hormones qui ont fait des dégâts, et qui sont aussi parfois irréversibles? Eh bien, je pense que plus vous avancez sur ce chemin-là, plus c'est visible, plus c'est brutal. Une jeune fille, par exemple, qui détransitionne et qui n'aurait eu que de la testostérone, elle se retrouve avec la voix grave, donc ça elle le gardera. Elle se retrouve avec du poil au menton, et ça, elle le gardera, en fonction du temps. Elle pourra, dans un certain nombre de cas, s'il n'y a pas eu de bloqueur de puberté, retrouver de sa fertilité. Donc, elle va trouver plus facilement, évidemment, une façon de se remettre dans son sexe. Et si vous vous êtes fait opérer, il n'y a plus qu'à vous refaire une chirurgie réparatrice et remettre de la silicone. Il y a aussi la question des intersexes, donc des personnes qui naissent avec des attributs sexuels tant féminins que masculins. Et ce serait la preuve que le sexe biologique n'est qu'un hasard, et qu'il ne doit pas nous enfermer dans une identité sexuelle. Toujours, en fait, ils confondent genre et sexe. Mais c'est comme... Enfin... Je sais pas comment dire, mais c'est triste en fait que des personnes, même que cette journaliste qui a fait totalement un livre et qui s'est vraiment penchée sur la question, n'ait pas cherché à comprendre la différence entre genre et sexe. C'est vraiment quelque chose de crucial en fait. Qui est vraiment la réalité de la question intersexe? Est-ce qu'elle est très minoritaire, et enfin, qu'est-ce que ça représente, et comment les militants LGBT s'en servent pour argumenter, pour abonder dans le sens de la transition? Alors, les militants LGBT s'appuient sur un certain nombre de travaux de scientifiques qui disent, à partir de l'étude des cas intersexes, que le sexe effectivement n'existe pas et est un spectre. Nous serions tous placés sur un spectre de plus ou moins masculin, plus ou moins féminin, plus ou moins mâle, plus ou moins femelle, en fonction des différentes caractéristiques, etc. Et effectivement, il y a, sur un plan génétique, on nous apprend un garçon c'est XY, une fille c'est XX, on se rend compte que la nature est en fait bien plus innovante que ça. Il y a du XXY, il y a du XXX, etc. Alors, ce qu'on appelle l'intersexe au sens vraiment propre, c'est une minuscule petite partie de la population. C'est ceux qui ont été identifiés à la naissance à partir de leur apparence sexuelle et dont la puberté ensuite va donner un démenti ensuite. Voilà. On va voir qu'effectivement, on s'est trompé, c'était pas un garçon, c'était une fille. Voilà. En fait, ça c'est extrêmement rare, il s'agit d'une anomalie. Et en réalité, tout dépend comment vous identifiez ce qu'est un garçon et ce qu'est une fille. Parce qu'il y a des débats, et ça je le rapporte aussi dans mon livre, il y a des biologistes très reconnus pour totalement démonter cette thèse d'un spectre sexuel, en disant qu'en réalité, ce qui définit le sexe, c'est son rapport, et c'est ce qui est absolument absent, totalement absent de tout ce discours sur la transidentité, c'est le rapport évidemment à la reproduction. Il y a mâle et femelle parce que nous sommes une espèce sexuée, et nous sommes une espèce sexuée parce qu'il y a reproduction sexuelle, il faut une gamète mâle, une gamète femelle. Oui, mais...
en fait, parce que vous... Ah. Bah déjà, quand on parle de reproduction sexuée, on parle de sexe, parce qu'effectivement, quand on parle de l'homme, il n'y a que deux sexes, mais chez d'autres animaux, il y a plus de deux sexes. Il y a la reproduction asexuée. Concernant... Puis même, quand on peut définir, en fait, des individus, par exemple des individus androgynes, qu'on pourrait dire, par exemple, une personne avec un vagin, mais avec des caractères sexuels secondaires masculins, et inversement, pourraient très bien se reproduire entre eux. Et puis même, enfin, je vois pas, même les personnes LGBT, bah au final, bah... Même les personnes homosexuelles, bah oui, ils peuvent pas se reproduire dans leur couple. Et... Enfin bon. Faire un nouvel enfant. Et donc, si on envisage la différence sexuelle sous cet angle-là, il n'y a pas 10 000 formes de gamètes. Il y a des gamètes masculines et des gamètes féminines. Donc, il y a des corps qui produisent des gamètes féminines et des corps qui produisent... Non, il y a des appareils génitaux qui produisent des gamètes spécifiques et masculines et d'autres des gamètes féminines. Mais c'est plus que ça. Ensuite, bah, c'est juste une partie de notre corps, de l'appareil génital. Mais le reste... les caractères sexuels secondaires, ce sont d'autres caractères qui peuvent varier. On peut avoir très bien le même appareil génital, mais avoir des caractères sexuels secondaires différents. Ce qui va changer le genre, du coup. Des gamètes masculines. Et à l'intérieur de ça, eh bien, cette idée que l'intersexe lui-même entre à l'intérieur de cette catégorie-là. C'est uniquement en apparence qu'effectivement, il y a des ambiguïtés. En parlant d'ambiguïté, tout à l'heure, mais parce que la nature, c'est que des ambiguïtés, en fait. C'est con à dire, mais dans la nature, à chaque fois, on trouve des exceptions. C'est comme ça. Enfin, bref. vous parliez de ce psychanalyste ou psychologue canadien qui avait réussi à soigner la dysphorie de genre avec un travail d'acceptation de son identité sexuelle. Vous parlez que... Je n'ai pas trop entendu ça. Mais bon. Vous dites que la transition parfois fait office de thérapie de conversion, car ce sont des gens qui se rendent compte qu'ils étaient homosexuels, mais qui n'arrivaient pas à l'assumer ou à l'accepter, et forcément c'est pas forcément évident. Est-ce que c'est chez les militants trans, on refuse parfois la complexité, en fait ils parlent toujours de binarité, mais en réalité on peut être homme, avoir une certaine féminité, être femme, avoir une certaine masculinité, avoir des traits virils et inversement. Oui. Et justement, le problème, ce sont toutes les personnes qui font tous ces stéréotypes en disant que les hommes c'est comme ça, les femmes c'est comme ça. Et le vrai problème, ce sont toutes ces normes qui font croire justement à des personnes qui n'ont pas forcément la même sexualité ou les mêmes comportements que la norme, qui puissent avoir une dysphorie de genre alors que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une mécompréhension de la complexité de l'identité de chacun, enfin, c'est toi qui parles de non-compréhension de la complexité de chacun? Tu te fous un peu de ma gueule, non? L'identité d'un homme et d'une femme, où c'est un dosage. Il y a quelque chose qui est assez fascinant dans toute cette histoire, c'est qu'effectivement, à mesure que ce travail de déconstruction du sexe biologique se fait, eh bien, se renforce toute une panoplie de clichés, d'identification au genre. Je ne sais pas pourquoi. Vous vous foutez de ma gueule, ce sont vraiment... ce sont les personnes, justement, qui ne croient pas aux personnes LGBT et qui ne croient pas aux différents genres, qui sont justement les personnes qui sont le plus à poser des normes et des restrictions sur les hommes. Les hommes doivent être ceci, les hommes doivent être cela, les femmes doivent être ceci, les femmes doivent être cela. Au final, même les féministes et personnes LGBT, on est contre ça, justement. Arrêtez de nous faire dire des trucs qu'on n'a jamais dit. Voilà, au bout d'un moment, pleurer, c'est pas un comportement genré. C'est un comportement normal. Tu vois, aimer la mécanique, c'est pas un truc d'homme ou de femme. C'est juste une personne qui aime les mécaniques, peu importe le genre, etc. C'est pas compliqué à comprendre, non? C'est que justement qu'il y a toutes ces personnes qui font des stéréotypes, et justement... après, il y a peut-être des personnes LGBT qui disent le contraire. Mais pour moi, justement, c'est de pouvoir accepter toutes les différences. Et le but, c'est que les personnes se définissent
comme elles se sentent bien, et si jamais il y a dysphorie de genre, les aider. Mais le but, c'est pas justement ne pas retomber dans ces stéréotypes à la con pour dire oui, en fonction de ton genre, etc., tu dois agir comme ça, c'est complètement stupide. Le fait, je sais pas moi, de se mettre du rouge aux ongles serait spécifiquement au féminin. Bah non, parce que justement, tu vois plein d'hommes en fait qui sont même pas, qui sont hétéros et cis des fois, tu vois, ils se mettent du vernis à ongles et il y a plein de connards qui viennent leur dire que ce sont des pédales. Juste soyez un petit peu logique. C'est-à-dire que le discours que l'identité de genre impose, c'est que le genre, lui, serait naturel. C'est ça qui est totalement contradictoire et totalement paradoxal. Forcément, ça donne une solidité à la notion de genre. Bah non, parce qu'en fait tu comprends pas le principe de genre en fait. Ah, j'en ai marre de me Et ça, répéter. les féministes disent que c'est un vrai recul pour justement pour les droits des femmes et pour le combat pour la liberté, pour l'émancipation. Putain, on revient du côté des TERF maintenant. Super. Non, 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 non. Les femmes trans sont des femmes, voilà. Chose incroyable. Elles subissent les mêmes discriminations que les femmes cis, super. Plus les discriminations lorsqu'elles sont perçues comme trans, donc super. Arrêtez avec vos conneries. Passion féminine. On a une assignation ensuite aux clichés. Voilà. Alors pour ce qui est ensuite des thérapies de conversion, on observe souvent, ça c'est ce que disent les cliniciens, que ces jeunes filles qui veulent devenir des garçons s'identifient très souvent en tant que lesbiennes et n'ont pas envie d'être des lesbiennes. Pour des raisons complexes qu'il faudrait... Bah, peut-être parce que la société nous dit en permanence qu'être homosexuel c'est de la merde, et peut-être qu'effectivement ils veulent pas être discriminés. Waouh, c'était vraiment dur. Juste au bout d'un moment, arrêtez de foutre la faute sur les personnes LGBT. C'est la société, malheureusement, bah, encore dans beaucoup de pays, même dans beaucoup de régions, bah... Voilà, être homosexuel, c'est mal vu. Parce qu'il y a une très forte norme hétéro-normée, et quand tu n'es pas hétéro et cis, bah, dans la plupart des cas, t'es discriminé. Donc c'est trop cool. Étudier sans doute à part, bon. Et donc... ne voulant pas devenir des lesbiennes, ont envie de devenir des garçons. Mais il faut quand même faire attention parce que la problématique trans n'est pas la problématique homosexuelle. On n'est pas trans parce qu'on est homosexuel. Merci, ça fait plaisir à entendre. Ce sont des choses très très différentes. Ouais. On avait reçu sur VA+, un jeune homme qui avait entamé une transition. Il était homosexuel et il a fini par accepter que voilà, il pouvait avoir une part de qu'il pouvait accepter ça, aussi accepter une certaine part de féminité et que. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est pas une part de féminité, c'est juste pas comment il est. Ce n'est voilà, et c'est juste ce truc de dire avoir une part de féminité qui est complètement stupide. Parce que c'est comme si vous disiez qu'il y avait des comportements féminins et d'autres masculins. C'est complètement faux. D'accord ? Il y a des personnes qui se sentent comme ça, etc. Juste faut arrêter avec ces stéréotypes. C'est vous qui mettez les stéréotypes. Au bout d'un moment, faut arrêter d'être con. À votre avis, qui l'a poussé à penser qu'il serait peut-être une femme? À votre avis, c'est qui lui dit alors à H24 que ce comportement serait plutôt ceux d'une femme, Putain. C'était pas forcément en se tournant vers une transition qu'il pouvait régler ça. Et en effet, il a stoppé sa transition et il s'est aperçu, et ça a été un déclencheur chez lui de rejet de ce milieu-là. Et il s'est aperçu qu'il n'y a pas eu de place au doute. À partir du moment où, avec ses camarades militants, il avait émis cette potentialité-là de transitionner, il a été poussé. Je rappelle que dans ce témoignage, il a littéralement menti aux praticiens. Enfin, je suis désolé, mais quand vous sentez d'obligation de grossir le trait, etc., au bout d'un moment, je peux rien pour vous. Au bout d'un moment, si vous mentez à votre médecin traitant en lui faisant croire que vous avez mal au ventre alors que vous n'avez pas mal au ventre, il va vous donner des médicaments pour vous aider. C'est de la logique, quoi. On lui a proposé un psychologue LGBT-friendly, puis un endocrinologue trans-friendly, et il a eu ses cachets en quelques minutes. Quelques minutes.
non. Non, 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 non. En quelques mois, arrête tes conneries. Vous pouvez décrire, si j'ai déjà un peu fait là, mais est-ce que vous pouvez décrire ce tunnel dans lequel rentrent parfois les... Mais c'est ça qui est chiant avec toutes ces personnes de VA+, etc. Ils essayent je sais même pas s'ils essayent de comprendre les choses. Ils sont juste en train de se dire, oui, ils sont tellement dans leur vision du monde qu'ils orientent tellement les questions, c'est abusé, mec. des jeunes personnes qui sont en passe de transitionner, enfin, où le doute a totalement disparu, où il n'y a plus de garde-fou, où on ne réinterroge plus la personne, parce que peut-être qu'il y a un effet militant de réaffirmation, d'affirmation de soi qui rentre là-dedans. Ou faut peut-être arrêter de penser qu'il faut des garde-fous à chaque étape de notre vie. Ah, c'est fatigant. Hein. D'un moment, bah oui, bah, au bout d'un moment, tes actes ont des conséquences, et au bout d'un moment, bah, faut peut-être comprendre que oui, il n'y a pas de garde-fous partout, d'accord? Putain, Part de d'un moment, c'est toujours ces personnes, en fait, qui regrettent leur choix, et qui, bah, plutôt de se dire que, bah, c'était peut-être, elles ont peut-être fait une erreur, elles sont obligées de reporter la faute sur autrui. principe que je suis ce que je dis, hein, je suis qui je suis, et que ça ne peut pas être mis en question. L'identité n'est pas quelque chose, et paradoxalement, là, qui se construit, c'est un donné, et ça ne peut pas être discuté. Alors, ce que disent les personnes qui en reviennent, c'est un peu le témoignage que vous nous livrez, c'est qu'elles ont le sentiment de revenir d'une emprise de type sectaire. Et effectivement, c'est aussi ce qui est décrit par cette sociologue américaine qui parle du déclenchement rapide. Hein, voilà. C'est que donc, ce qui est décrit, c'est que tout d'un coup, ces adolescents sont retirés de leur lieu de sociabilisation ordinaire, leur famille. On leur explique sur les réseaux sociaux, une espèce de gourou, de petits groupes, que eh bien, il ne faut pas écouter les parents, qu'ils ne veulent pas leur bien s'ils s'opposent à la transition, que enfin ils ont trouvé des vrais amis, que tous les... Alors, on va revenir sur les parents qui s'opposent à la transition. Déjà, c'est stupide. Le but, ce n'est pas de s'opposer à la transition, le but, c'est de se poser des questions. D'accord? Si vous avez des parents, votre enfant qui dit « Ah, je pense peut-être à changer de sexe », si vous lui dites « Ta gueule, c'est dans ta tête », c'est sûr que ça va mal passer. Au bout d'un moment, il faut peut-être prendre en considération, voir avec lui pour voir une personne spécialisée, peut-être justement en parler, tu vois. C'est parce que justement, c'est en parlant que ça va peut-être se délier, peut-être en parler justement avec la famille, en parler justement avec les parents et l'enfant et l'adolescent. Bref, le but ce n'est pas d'imposer, le but c'est de voir effectivement et d'en parler pour voir est-ce qu'il y a effectivement dysphorie de genre. Les autres sont des imbéciles, des transphobes, des méchants, des ringards, etc. Donc c'est ce qu'elle rapporte, hein, en tout cas des propos, voilà. Et qu'il faut qu'elle croie l'intérêt de la communauté. Et effectivement, quand elle, avec des conseils du type, quand tu iras voir ensuite le médecin, l'endocrinologue, le psy, tu diras que c'est ça ou tu te suicides, avec des phrases toutes faites, etc. Et elles ont l'impression d'appartenir à une communauté qui leur donne une identité. Mais le problème, c'est que là, tu dépends peut-être des personnes pour qui ça s'est vraiment passé comme ça. Moi, je vais peut-être prendre mon cas, mais moi, ça fait plus de 10 ans que je me pose des questions sur ma vie, etc. Et pendant un grand moment, moi, j'ai jamais été très sociable. J'ai même pas de réseaux sociaux, j'ai pas Twitter, j'ai pas Insta, j'ai pas TikTok, limite... j'ai juste parlé à des personnes au centre LGBT, des trucs comme ça, mais voilà, j'ai jamais été dans ces trucs, je sais pas, bref. Mais voilà, toi, tu dépeins des fois peut-être des dérives, qui sont peut-être véridiques, mais dans la plupart des cas, il faut arrêter de penser que ce genre de cas est ce qui se passe le plus souvent. Au bout d'un moment, il y a des personnes... je vais peut-être prendre un petit peu mon cas, parce que du coup, moi, j'ai pris des années et des années juste, déjà, pour me poser beaucoup de questions, et puis même, pendant des années et des années, pour moi, c'était trop tard, en fait. J'avais toujours pensé, en fait, que les hormones, c'était juste pendant l'adolescence, etc. Et pendant des années, je me suis résigné, et puis au bout d'un moment, j'ai enfin... pris connaissance notamment sur la vaginoplastie et des trucs comme ça, et justement là j'ai commencé à
me remettre en question. Puis après, quand j'en ai parlé avec mes psychologues, les infirmières qui me suivaient, ensuite, je me suis dit, putain, je vais peut-être, justement, enfin, j'ai beaucoup de questions là-dessus, je vais peut-être en parler justement à un psychiatre spécialisé. Et puis, on a fait beaucoup de... Voilà, on en a parlé. Et puis voilà, et puis petit à petit, j'étais de plus en plus sûr de moi et je savais que c'était la bonne chose pour moi, mais à aucun moment je n'ai dû faire de phrases préconstruites, que je n'ai dû dire ce que je pensais pas, et puis même au début j'étais je suis pas sûr, etc. Et puis j'en ai beaucoup parlé, et puis même le speaker qui m'en avait parlé, je savais que de toute façon, que je décide d'entamer la transition ou pas, ça n'allait rien changer pour lui, enfin bref, j'avais pas de pression autour de ça. Donc oui, malheureusement, si vous vous retrouvez dans un groupe qui vont vous dire oui, fais la transition, c'est le truc idéal, malheureusement ça arrive. Et c'est vrai que si on vous dit de dire des choses pour un petit peu mentir un petit peu sur votre diagnostic, malheureusement, au bout d'un moment, malheureusement les médecins ce ne sont pas des devins, et généralement ils vous croient, et puis quand vous dites des phrases qui sont malheureusement qui sont repris de réels témoignages de personnes trans, malheureusement ça peut passer pour véridique. C'est malheureux, oui, il y a des dérives. Et justement, il faut en parler pour éviter ces dérives. Qui leur donne aussi une raison de vivre, l'idée d'une lutte, la militance, et qui les met dans une espèce de bulle ultra affective, où on les sature de messages du type « tu es la personne la plus importante au monde pour toi, prends soin de toi ». Il y a une espèce d'hyper affectivité qui noue ces personnes. Et puis le moment où vous décidez de faire un pas en arrière, vous êtes traître à la cause. Voilà, vous êtes traître à la cause. Vous rejoignez le camp des ringards, des... Non, arrêtez de dire ça. Là, tu estimes que je suis quelques mots de vache qui sont sûrement vrais. Mais arrêtez de penser que toutes les personnes LGBT, toutes les personnes trans sont comme ça, d'accord? Enfin, même moi, quand je faisais des réunions trans, j'en ai parlé. Le but, c'était juste de voir. Même, il n'y avait aucun souci, même si au final, je me posais des questions, qu'au final, je n'avais pas dysphorie de genre, c'était pas un souci. Il faut arrêter de ce truc avec des personnes très sectaires. Non, ça arrive peut-être, mais dans la majorité des cas, les gens sont plutôt bienveillants. Ils vont plutôt vous aider. Et puis, enfin, moi, on m'a toujours dit, au final, réfléchis bien à ce que tu veux faire. Les opérations, voilà, t'as rien de nécessaire. C'est vraiment toi, comment tu le sens. Si t'as envie de juste faire une transition sociale, très bien. Pas de souci, vas-y, fais. Si t'as pas envie de faire de la vaginoplastie, pas de souci. Et c'est justement ça, il faut vraiment sensibilité sur le fait que la transition, et que justement la transition biologique, c'est quelque chose qui a vraiment de très gros impacts, et c'est quelque chose qui se réfléchit à très long terme. Et je pense qu'il faut vraiment être, mature, mais au moins avoir beaucoup parlé avec des personnes, etc., pour en parler. Mais justement, c'est plus on parle de la dysphorie de genre et plus on explique quels sont les symptômes, quels sont les traits qu'on peut retrouver parmi les personnes qui ont dysphorie de genre, et peut-être justement que plus on pourra éviter les personnes qui font des erreurs et donc des personnes qui détransitionnent. Des oppresseurs. L'autre, des oppresseurs, de ceux qui ne comprennent rien. Pour conclure, on peut parler de ce cas, vous avez sans doute suivi, c'est un petit garçon qui était en dépression, j'imagine le désarroi de ses parents. Un jour, la petite Lily dit, le petit garçon dit, je suis une fille, et sa maman dit, ouf, ce n'est que ça, et du coup, les parents se sont engouffrés dans ce schéma de transgenre. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important, ce que vous dites, et c'est un point vraiment sur lequel il faut insister. Les parents doivent bien faire. Absolument. Mais c'est-à-dire que notre société, notre culture retire aux parents leur expertise, leur autorité. L'autorité parentale est pensée comme étant l'outil de l'oppression. C'est-à-dire que le parent aujourd'hui, et c'est ce que disent effectivement tous ces jeunes qui transitionnent en disant ma mère elle est formidable, elle a tout de suite dit je te comprends, je vais t'aider. Alors ils se font entre eux comme ça l'éloge du bon parent, et puis ils font c'est très médiatisé, les interviews avec un enfant trans et son père. Voilà, la bonne mère qui est là, qui écoute, qui ne juge pas, qui accompagne, qui est prête à laisser de côté ses désirs, les désirs qu'elle plaque sur son enfant pour l'écouter lui, absolument. Mais ça s'appelle un parent qui justement ne joue pas son rôle de parent. Parce que comment ça ? Qu'est-ce que c'est qu'un parent ? C'est celui qui aussi donne une limite à son enfant, qui dit à l'enfant non, en fait non, tu vois, tu désires ça, mais je pense que ça n'est pas bon pour toi parce que moi je suis ton père et que toi tu es mon enfant et sur ce point-là tu dois me faire confiance.
Alors, tu es littéralement en train de dire que des parents doivent avoir l'autorité, plus d'autorité que des médecins compétents sur un sujet. Enfin bref, là, on parle de dysphorie de genre, qui est quand même un trouble, voilà, qui a beaucoup de répercussions et qui peut être dramatique. Et donc, tu es en train de dire, oui, bah, si les parents sont en mode, ouais, ferme ta gueule, c'est dans ta tête, tu trouves ça normal? Au bout d'un moment, enfin, dans tes parents, le but pour ton enfant, c'est de vouloir le meilleur pour ton enfant. Donc, je ne dis pas qu'il faut dire oui à tout. Je suis en train de dire qu'il faut écouter l'enfant, lui dire, est-ce qu'on parler avec des personnes qui sont spécialisées, et puis en parler, c'est pas juste toi, tu dis, ah non, 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 moi je pense pas que t'es une dysphorie de genre, non, il faut que justement les parents puissent parler avec des professionnels, et que justement, il y ait un dialogue entre tout le monde. Il faut que le choix soit fait par l'enfant, les parents et les professionnels de santé. Il ne faut pas que les parents aient le seul choix, d'accord? Sinon, on arrive vraiment dans des trucs en disant, bah, les parents qui sont contre les personnes trans, bah, vont dire, ah, tu seras jamais trans, bam, et puis ça peut avoir des effets complètement négatifs. Il faut vraiment qu'il y ait un dialogue. Si les parents sont juste là pour dire ta gueule, moi je suis ton parent, je sais mieux que toi, bah ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Et niveau éducation, c'est de la merde parce que ça marche pas. Il y a une démission, et il y a une conception aujourd'hui de l'autorité parentale qui fait que le bon parent, c'est ça. C'est celui qui est dans cette fusion, dans la fusion avec l'enfant. Et justement, c'est surtout le père, la figure du père, hein, qui a totalement disparu. Et ça... Arrêtez avec vos conneries, la figure du père. C'est quoi la figure du père? Se dire que celui qui aurait l'autorité, plus haute autorité dans la famille, ça change en fonction des familles, faut arrêter avec ces conneries, c'est complètement stupide. Et puis là, on parle pas de dire oui à tout le monde, on dit d'écouter son enfant et de lui parler. C'est pas lui dire oui, t'es dysphorie de genre, oui, on va changer. Non, c'est voir ce qu'on peut faire et voir pour que l'enfant se sente mieux. Et c'est voir avec des professionnels si effectivement il y a dysphorie de genre et qu'est-ce qu'on fait en fait. Parce que s'il n'y a pas besoin de dysphorie de genre, bah c'est normal qu'ils disent non. Mais au bout d'un moment, voilà, enfin, les parents, surtout sur des sujets aussi complexes, enfin, doivent demander l'avis d'experts. Ça fait penser aux analyses de Christopher Lasch dans la culture du narcissisme, qui décrit justement cette culture dans les années 80, la culture qui vient et dans laquelle en fait on continue à se plonger, comme étant une culture qui a détruit l'autorité paternelle pour aboutir à une forme de paternalisme rampant et permanent. Parce qu'en fait, ces enfants qui échappent à l'autorité paternelle et qui échappent à l'autorité de la mère, donc des parents, qui donnent une limite et un cadre à leur enfant, eh bien, ils se retrouvent... Mais oui, les parents sont là pour donner un cadre. Et puis là, quand les choses débordent. Mais ils n'ont pas autorité suprême, tu vois. Ils n'ont pas à te dire ce que tu dois aimer, ce que tu dois faire, non. Ils doivent fixer les limites quand tu vas trop loin. Ce sont pas... Enfin, au bout d'un moment, c'est comme faire la différence entre une république et une dictature. Tu vois bien que dans un cas, tu peux rien faire, et dans l'autre, bah, t'as des libertés, mais t'as quand même des restrictions. Tu vois, il y a toujours un juste milieu, faut arrêter. Se trouve en réalité sous la dépendance et sous l'autorité d'autres personnes. L'autorité du discours médiatique, évidemment, l'autorité du discours militant, et l'autorité surtout de la médecine. C'est la médecine, et seule elle, qui a le pouvoir de transformer l'apparence de ce corps. Non. Ah, donc toi, qui n'as aucune connaissance, visiblement, vu que tu sais même pas la différence entre sexe et genre, tu vas me dire oui, bah moi je sais mieux que les spécialistes du domaine, bien sûr. C'est vrai que... Ah, je demanderais à mon boulanger d'aller réparer le réacteur à fission nucléaire d'à côté. Bah oui, c'est bien logique. Bah oui, j'ai demandé à des parents de dire aussi... si mon enfant... oh là là, est-ce qu'il a une maladie ou pas? Ah oui, peut-être, je sais pas. Donc au bout d'un moment, faut arrêter.
Donc, on passe d'une autorité qu'on pense être oppressive pour passer à une autorité diluée qui ne dit pas son nom, un paternalisme dilué qui ne dit pas son nom, mais qui est en fait une oppression bien plus insidieuse et qui vient vraiment chercher vraiment, qui est capable de prendre possession des corps de façon beaucoup plus profonde. Et ça, c'est quand même, c'est quand même très important qu'aujourd'hui les parents prennent conscience que ce qui rend possible cette chose-là, c'est que précisément, eh bien, nous avons aujourd'hui du mal pour des raisons culturelles, et chacun d'entre nous, parents, à nous situer effectivement en tant que parents, en tant qu'autorité parentale face à un enfant. Et ça, c'est quelque chose que nous devons collectivement travailler. Déjà, c'est compliqué d'être parent, il n'y a pas de guide d'emploi et tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Mais en fait, ce qui marche à chaque fois, c'est le dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, ça ne marchera pas en fait. Voilà. Donc bon. Et sur lesquels nous devons collectivement réfléchir. Pour conclure, est-ce qu'on peut aussi ajouter, bon, c'est plus à l'échelle d'une question sociétale, c'est cette question de la transidentité, des transgenres, elle est alimentée, comme vous disiez, par une perte de repères totale. Vous parliez de ces jeunes filles qui n'ont aucun système de valeurs, aucun système de repères. Et notamment peut-être dans ces milieux aisés que vous décriviez, absence d'autorité parentale, paternelle. Est-ce que ce sont des mots qui aggravent ça, qui aggravent ce problème d'identité Là, ce que vous faites, c'est des biais de confirmation. Vous prenez, ou même du cherry picking, vous prenez juste les choses qui vous intéressent. Mais... Transidentité. Je pense que oui. Probablement, en tout cas. Vous avez... quelqu'un comme la philosophe l'historienne de la philosophie Elisabeth Rotinesco, qui a écrit un livre qui s'appelle Soi-même comme un roi, et qui explique, en tout cas de son point de vue, tout le mouvement aujourd'hui autour l'obsession autour des identités, que ce soit des identités de genre ou les identités raciales, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer, provient d'une fragilité de la construction de l'individu, et que cette fragilité provient bien sûr d'une culture qui arrache l'individu à un cercle familial pour en fait en faire un individu perdu un peu dans un immense marché. On peut faire son marché des identités, une espèce d'électron. Il y a au fond, évidemment, il y a cette question de la construction de soi. Comment est-ce que je deviens qui je suis ? Les enfants aujourd'hui se demandent comment devenir qui ils sont, effectivement, chacun d'entre nous. Bref, vous pourriez au moins la laisser finir, super. Alors, c'est une vidéo très intéressante. Pour ma part, j'ai réussi à y échapper, n'étant pas hétérosexuel, j'ai été dans la communauté LGBT, histoire de rencontrer des gens comme moi, c'était une grossière erreur de ma part. En tant que garçon assez frais, il a l'impression de certaines choses que je dis comme féminine, qui est les chevaux, la cuisine, le dessin, la couture, ainsi que les dessins animés. On m'a dit que j'étais trans. Bah non, ça n'a rien à voir. On me le répétait tellement de fois. Toujours des preuves de ma transidentité que j'ai fini par les croire. Ensuite, j'ai pas mal tout perdu. Ce que je veux dire là, c'est que j'ai des traits de personnalité, ça n'arrêtait pas juste à être trans, me plaindre de tout. Bref, on arrive encore sur des choses maintenant. Mais en fait, je pense que les gens ne comprennent pas, mais c'est que il y a tellement de personnes qui ont tellement intégré ces traits de hétéronormés, comme quoi les garçons ne pouvaient pas faire de couture, etc., qu'on se retrouve à leur dire, bah, quand des garçons aiment les coutures, des trucs comme ça, qui ne peuvent pas être des garçons. Donc au bout d'un moment, le problème vient de cette hétéronormativité qui veut imposer des choses. Parce que, je sais pas pour les autres personnes LGBT, mais pour moi, un garçon qui aime la couture, bah c'est normal, il y a rien de dingue, quoi. C'est tout à fait logique. Je m'en fous, bref. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.